Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale qui fera le point sur la COVID-19 et les mesures mises en place par les autorités. On attend le point de presse quotidien du gouvernement du Québec. Ce sont des images en direct. C'est la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui sera présente cette fois-ci en compagnie du directeur de la santé publique Horacio Arruda et de la ministre de la Santé Danielle McCann. Le premier ministre François Legault s'accorde une journée de congé pour la toute première fois depuis le début de la crise. On s'attend peut-être à des précisions sur les mesures prises à Montréal avec le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire. On pourrait aussi avoir des détails sur la note envoyée par la Corporation de l'industrie touristique du Québec à ses membres et qui indique que le gouvernement interdit dorénavant la location d'établissements touristiques, sauf dans les hôtels et les campings utilisés pour les quarantaines des snowbirds. Et l'Ontario vient de mettre à jour son nombre de cas, le nombre de cas donc qu'on retrouve dans la province. Le bilan passe à 1144 personnes infectées, un bond de 151 nouveaux cas depuis hier. Il y a toujours 18 morts et 8 personnes sont guéries. Et un mot aussi pour vous dire que la Chine fait don de matériel médical au Canada. Pékin envoie 30 000 masques, 10 000 ensembles de vêtements médicaux, 10 000 paires de lunettes protectrices et 50 000 paires de gants. La Chine promet aussi des masques N95 dont les autorités médicales ont cruellement besoin partout où le virus frappe. Le Canada avait envoyé 16 tonnes de matériel médical en Chine en février pour aider justement le pays à lutter contre la pandémie. Et Ottawa a annoncé cet avant-midi, Louis, que le gouvernement a fait restreindre les déplacements au Canada pour freiner la propagation du coronavirus et les personnes ayant des symptômes ne pourront plus monter à bord d'avions et de trains pour voyager à travers le pays, et ce, dès lundi midi. Et la question qu'on a posée au premier ministre Justin Trudeau, c'est comment le gouvernement compte-t-il faire pour faire respecter la nouvelle mesure? Alors, selon les détails que l'on obtient, Claudine, c'est vraiment aux compagnies aériennes ou ferroviaires de s'assurer que les passagers qui montent à bord ne présentent pas de symptômes, que ce soit par le biais de questions qui leur sont adressées directement ou aussi à la recherche de signaux pour voir s'il y a des symptômes visibles de la COVID-19 ou qui s'apparentent à la COVID-19 d'une personne. Et là, on pourrait refuser l'accès à cette personne-là. Et bien sûr, pour 14 jours. Il y a peut-être quand même certaines questions qu'on peut se poser sur cette façon de procéder parce qu'il y a des passagers qui ont rapporté qu'il y a certains voyageurs qui ont réussi, pour des vols internationaux, à monter à bord des avions quand même, même s'ils présentaient certains symptômes. Alors, est-ce que cette approche-là est vraiment efficace pour empêcher que toute personne monte à bord? Il y a peut-être des interrogations là-dessus quand même. On a demandé à M. Trudeau aussi, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin, c'est-à-dire vraiment formellement limiter les déplacements avec tout autre moyen entre les provinces canadiennes? M. Trudeau dit là-dessus, on n'est pas là parce qu'il faudrait notamment la loi sur les mesures d'urgence. On peut écouter un peu les explications du premier ministre à ce sujet-là. On reconnaît en même temps qu'il y a des gens qui ont besoin de voyager pour livrer de la marchandise essentielle, pour livrer de la nourriture. Et donc, on ne voudrait pas prendre des étapes et franchir des étapes qu'on n'a pas absolument besoin de faire. Mais comme j'ai dit, nous allons toujours regarder ce qui est nécessaire à faire et nous allons prendre les mesures nécessaires au bon moment. Oui, et Louis, peut-être un mot sur le fait que le premier ministre a une fois de plus rappelé l'importance de rester à la maison et de suivre les consignes. Absolument. Un message envoyé particulièrement aux jeunes, mais aussi aux personnes qui reviennent de voyage. Isolement, donc, de 14 jours. C'est très important. Le docteur Nou, que vous voyez là, de l'Agence de la santé publique du Canada, dit tantôt, créez une bulle autour de vous, peut-être avec des proches si vous n'avez pas le choix, mais il faut respecter cette bulle. Merci beaucoup, Louis. Merci. On se rend à Québec où les autorités donc, font le point sur la situation et c'est Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec, qui remplace cette fois-ci François Legault. On les écoute et on vous revient ensuite. Virus au Québec. Elle est accompagnée du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, ainsi que de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Madame la vice-première ministre. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre premier ministre est dans une journée de repos bien méritée. Donc, on espère tous qu'il suivra les consignes du docteur Arruda s'il décide de profiter de l'arrivée du printemps. On le lui souhaite d'ailleurs. Il fait un excellent travail, comme on en conviendra tous. Donc, on vit une situation difficile. Vous le savez, depuis maintenant 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines, mais c'est important de garder le moral. C'est important de se rappeler qu'on est tous ensemble là-dedans,
de rester solidaires, de rester unis et de ne surtout pas baisser la garde par rapport à l'application des mesures de santé publique, des directives de la santé publique pour freiner la propagation du virus. Le bilan d'aujourd'hui, justement, nous montre à quel point c'est important, plus que jamais, de respecter les consignes de santé publique, puisqu'aujourd'hui, on est à 2498 cas confirmés, une augmentation de 477. On a 43 589 cas négatifs et 6 757 cas sous investigation. On a 164 personnes hospitalisées, une augmentation de 23, dont 57 personnes qui sont aux soins intensifs, une augmentation de 7. Malheureusement, on a 4 décès de plus qu'hier, ce qui porte le total à 22. Et bien sûr, je veux en profiter pour offrir, au nom de tout notre gouvernement, nos condoléances à toutes les familles et à tous les proches de ces personnes. Je sais que c'est difficile d'entendre ça au quotidien. Aujourd'hui ne fait pas exception, mais il faut interpréter cette situation comme une raison de plus, si on en avait besoin d'une, de suivre scrupuleusement les directives de la santé publique, puisque chaque geste compte et que chacun doit faire sa part pour qu'on puisse enfin venir à bout de ce virus. Aujourd'hui, donc, on met en place des nouvelles mesures pour toujours renforcer l'application des directives de la santé publique. Je vais commencer par revenir sur la situation à Montréal. Comme vous le savez, hier, il a été annoncé que la Ville de Montréal, la région de Montréal, se place en état d'urgence sanitaire à la suite d'un avis de la Direction nationale de la santé publique. Donc, je veux rassurer tout le monde, là, malgré l'annonce de cet état d'urgence sanitaire hier. Je veux rassurer la population et tous ceux qui nous écoutent. La situation est sous contrôle. Le fait de placer Montréal en état d'urgence nous permet d'agir plus rapidement pour éviter le pire. Ça permet, entre autres choses, de faire des patrouilles policières accrues dans certains des quartiers les plus affectés. Et on continue, bien sûr, d'être en étroite collaboration avec les organismes communautaires locaux qui viennent en aide à nos personnes vulnérables, notamment à nos personnes sans abri. La situation elle est plus difficile à Montréal et en Estrie, vous le savez, mais malheureusement, aucune de nos régions au Québec n'est à l'abri d'une situation qui pourrait s'empirer de jour en jour. Donc aujourd'hui, on annonce une directive de la santé publique qui va nous permettre de contrôler les déplacements dans certaines régions éloignées du Québec. L'objectif étant de mieux protéger les gens qui demeurent dans ces régions considérées plus vulnérables. Donc, les territoires touchés par cette ordonnance sont le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le nord du Québec, le Nunavik et les terres cries de la baie James. L'objectif, je le rappelle, de cette nouvelle ordonnance, c'est de contrôler les déplacements et donc de mieux protéger les populations de ces endroits qui sont considérés plus vulnérables parce qu'entre autres, elles sont souvent plus isolées. On a entre autres des communautés autochtones, des gens âgés qui demeurent dans ces régions-là. Et donc, les autorités de la santé publique sont d'avis qu'en contrôlant les déplacements, à la fois les gens qui sortent de ces régions-là et les gens qui veulent y entrer, ça nous permet de mieux protéger les gens qui y résident. Donc, à partir de 16 heures aujourd'hui, il y aura des points de contrôle policiers qui vont être installés sur les grands axes routiers et qui vont effectivement permettre le contrôle des allées et venues dans ces 8 secteurs que je viens de vous énumérer. Alors, il ne faut pas se surprendre si à partir de 16 heures, on se fait intercepter et si on ne remplit pas les critères de déplacement essentiels, on va se voir retourner à notre endroit d'origine. Donc, seulement les déplacements essentiels seront désormais acceptés dans ces 8 secteurs que je vous ai énumérés. Vous le savez, on fait tout ça pour protéger nos régions les plus vulnérables, mais la consigne a été répétée abondamment dans les derniers jours par le premier ministre et je la réitère aujourd'hui. Indépendamment de ces 8 régions qu'on ajoute aujourd'hui, dont les allées et venues vont être contrôlées, tout le monde devrait rester dans la région où il se trouve en ce moment et éviter les déplacements entre régions, à moins d'avoir une raison absolument essentielle de se déplacer. Une autre directive qui est critique à ce moment-ci, c'est celle de l'isolement obligatoire des voyageurs qui rentrent au pays.
des gens qui viennent de l'étranger, des États-Unis ou d'un autre endroit. L'isolement obligatoire de 14 jours. La santé publique fédérale a clarifié sa consigne à propos de l'isolement obligatoire et maintenant, c'est vraiment le confinement obligatoire pour 14 jours de tous ceux qui viennent de l'étranger, qui doivent rester chez eux. Aucune raison pour sortir de chez eux, même pas prendre une marche, aller à l'épicerie, rien. Les gens doivent rester 14 jours chez eux, à moins de devoir sortir pour un test de dépistage. C'est la seule raison qui devrait faire en sorte qu'on sorte d'un isolement de 14 jours quand on revient de voyage. Donc, on demande bien sûr à tous les Québécois de se conformer à cette directive d'isolement obligatoire de 14 jours quand on revient de voyage. Et pour nous assurer que les gens respectent bel et bien cette directive, depuis 9 heures ce matin, on installe des points de contrôle policiers dans tout le long de la frontière américaine. Donc, on a des policiers qui font le contrôle aussi des arrivées, des gens à la fois qui arrivent par les... il y a déjà des contrôles qui se faisaient dans les aéroports, mais maintenant, on veut faire ces points de contrôle-là dans les frontières terrestres avec les États-Unis. Donc, les policiers, l'objectif, c'est bien sûr de rappeler les consignes d'isolement obligatoire, de s'assurer que tout le monde est conscient des consignes qui doivent suivre en arrivant au pays, de faire un premier contact avec ces gens-là, d'avoir de l'information sur ces gens-là pour pouvoir éventuellement faire des suivis. Et bien sûr, ultimement, toujours le même objectif de protéger la population et d'empêcher la contagion. J'en profite pour dire un mot sur le rôle des forces de l'ordre. Évidemment, j'invite la population, les citoyens, à demeurer vigilants et à signaler des situations qui contreviennent de manière évidente à la sécurité collective, à la sécurité de nos concitoyens. Par exemple, un rassemblement dans un parc qui n'a évidemment pas lieu d'être, on peut comprendre que ça fasse l'objet d'un signalement. Mais j'invite aussi les gens à demeurer prudents ou du moins à ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler la surveillance abusive ou le climat de suspicion entre voisins, entre concitoyens. Il ne faut pas devenir paranoïaque non plus. Donc, si vous voyez, par exemple, que votre voisin, il y a une voiture de plus dans son entrée qu'à l'habitude, c'est peut-être pas nécessaire d'appeler les policiers. Donc, j'invite les gens à être quand même pondérés dans leur façon de signaler ou non des situations. Mais c'est sûr que dans le doute, je privilégie la vigilance. Simplement, juste s'assurer qu'on ne tombe pas dans les chicanes de voisins et tout ça. C'est certainement pas le temps d'alimenter des frictions avec nos voisins. Bien au contraire, s'il y a une chose qu'il faut retenir en ce moment, c'est qu'il faut rester unis, il faut rester solidaires, il faut tous regarder vers le même objectif, à savoir lutter contre le virus et s'assurer qu'on met en place toutes les conditions gagnantes pour y arriver, notamment en respectant, bien sûr, toutes les consignes de la santé publique. Je vais terminer avec les traditionnels remerciements du jour et vous me permettrez aujourd'hui, à titre de ministre de la Sécurité publique, de remercier tous ceux et celles qui assurent notre sécurité au quotidien. Des gens aussi très importants, nos policiers, nos pompiers, toutes nos équipes de sécurité civile, mes équipes chez moi au ministère de la Sécurité publique, mais un petit peu partout dans les municipalités, les équipes de sécurité civile, de mesures d'urgence sont extrêmement actives et essentielles à la mission qu'on est en train d'accomplir tous ensemble collectivement au Québec. Donc, grand merci. Tout le personnel aussi du réseau des services correctionnels du Québec, qui eux aussi sont aux premières lignes avec une clientèle un petit peu différente, mais qui sont très, très importants dans le contexte actuel. Tous nos agents de sécurité privée aussi, qui sont de plus en plus nombreux à être déployés un petit peu partout, pour eux aussi mettre la main à la pâte et s'assurer de l'application et du respect collectif des directives de santé publique. Donc, je veux que vous sachiez que vous nous êtes aussi très précieux dans les circonstances. Vous êtes habitués pour la plupart au danger dans vos métiers respectifs, mais en ce moment, on est tous en train d'affronter une nouvelle forme de danger, un petit peu inédite, un danger qui est invisible, qui peut être partout. Donc, je vous remercie. Sachez que votre travail est très apprécié et qu'on va faire tout ce qu'on peut pour vous protéger de ce virus et vous assurer des conditions de travail les plus sécuritaires et rassurantes possibles. Donc, sur ce, je vais terminer avec le message habituel de solidarité. On est tous ensemble dans la même bataille et il faut tous ensemble respecter les directives pour s'en sortir. Tout le monde doit faire sa part et contribuer à l'effort collectif, mais en étant aussi unis et solidaires qu'on l'a été jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois les Québécois de se plier aussi docilement pour la vaste majorité aux consignes depuis le début. Et c'est comme ça, tous ensemble, unis et solidaires, qu'on va passer au travers cette bataille-là.
Merci, Madame la vice-première ministre. Nous allons maintenant procéder à la période des questions avec Alex Boissonneau de Radio-Canada. Madame la vice-première ministre, Madame la ministre, Dr Arruda, bonjour. Ma question a trait aux restrictions donc, pour les déplacements. On parle de régions, entre autres, qui bordent le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir aussi des restrictions aux déplacements interprovinciaux? Si ce n'est pas le cas, quelle est l'utilité de cette mesure-là pour les régions dont vous parlez? Pour l'instant, les points de contrôle sont vraiment avec la frontière américaine. Comme je vous le disais, vous voyez, à date, on a des points de contrôle à Saint-Bernard-de-la-Colle, à Saint-Armand et à Stansted. Donc, la situation, évidemment, on le dit souvent, là, quelle que soit la question qu'on nous pose, on a souvent la même réponse. La situation évolue de jour en jour et d'heure en heure. Donc, tout ça pourrait être adapté éventuellement, mais pour le moment, notre objectif, c'est vraiment la frontière américaine. On sait qu'il y a une grande préoccupation de la part de la population par rapport aux snowbirds, si vous me passez l'expression, aux gens qui reviennent des États-Unis, de la Floride plus précisément. Et on s'est aperçu que peut-être il y a des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec les directives précises qu'ils doivent appliquer. Donc, cet isolement préventif obligatoire de 14 jours. On tient à faire le maximum pour s'assurer de le dire à chacune des personnes qui traversent la frontière en ce moment. Il y avait déjà des gens, des employés du fédéral qui rappelaient ces directives-là, mais on voulait maximiser notre force de frappe préventive pour pouvoir s'assurer que tout le monde est au courant des consignes et qu'il n'y a plus personne qui va avoir de raison de ne pas les appliquer. Et peut-être en question, vous demandez, dans le contexte, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour protéger les forces de l'ordre aussi, ou un plan de contingence avec des forces de réserve, par exemple, parce que là, ils vont se retrouver à interagir beaucoup plus avec le public? Oui, tout à fait. Depuis le début, nous, au ministère de la Sécurité publique, on a une structure de communication, une structure de liaison permanente avec tous nos corps policiers au Québec, à la fois la Sûreté du Québec, les corps de police municipaux et les corps de police autochtones. Donc, on s'assure de la circulation de l'information et on s'assure, évidemment, je l'ai dit d'ailleurs dans mon allocution, de la protection de notre monde, du fait qu'ils puissent exercer leur métier respectif dans les conditions les plus sécuritaires possibles. Donc, les consignes, évidemment, ils respectent les consignes de sécurité dans la mesure du possible selon le type d'intervention qu'ils ou elles doivent faire. Mais oui, on s'assure de les protéger. Ils sont au front, comme je l'ai dit aussi, on en a besoin, mais ils font partie de la même société que nous. Donc, forcément, il y aura probablement il y a déjà des gens qui doivent être mis en isolement et il y en aura éventuellement qui pourraient être contaminés. Mais les corps de police, tous les corps de police ont des plans de contingence, effectivement, puis ont prévu en conséquence. Il y a même le SPVM qui s'est mis en ce qu'eux appellent l'état d'urgence organisationnellement. Sherbrooke aussi. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, chacun s'adapte à la situation, mais au ministère de la Sécurité publique, on s'assure de garder le leadership pour à la fois transmettre les directives, l'application et tout ça, selon l'évolution des situations de jour en jour, mais aussi, surtout pour les consignes de sécurité pour notre monde. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Ma question va s'adresser à Mme McCann et au Dr Arruda. Compte tenu que vous décidez de fermer 8 régions à compter de 16 heures, est-ce que vous craignez qu'une explosion des cas ferait en sorte que le réseau de la santé dans ces régions-là ne serait pas capable d'absorber le coût? En fait, il faut dire que quand on ferme des régions comme ça, s'il y a des services essentiels nécessaires pour aller prêter main forte, on les laisse passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que le réseau se prépare depuis 3 semaines au moins, et on le dit déjà, on a libéré 7000 lits dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il y a des lits là, qui sont libérés dans ces régions-là. Nos urgences, d'ailleurs, sont peu occupées, tant mieux, parce qu'on a éliminé certaines activités électives dans toutes les régions du Québec. Alors, pour ces régions-là, comme pour l'ensemble du Québec, on s'est préparé. Et ce que je veux dire aussi, j'en profite pour dire quelque chose qui est très, très important à la population. Que oui, on a la COVID-19 et il faut voir à la situation, mais que pour toutes les autres problématiques de santé, qui nécessitent une intervention d'urgence, nous sommes là. Si vous avez des douleurs thoraciques, pensez que vous faites une crise cardiaque, vous appelez l'ambulance. Si vous avez des symptômes d'accident cardiovasculaire, vous appelez l'ambulance. Alors moi, je veux lancer ce message-là très fortement, que oui, on a beaucoup, puis c'est normal, mis le focus sur la COVID-19, mais comme je l'ai déjà dit, les problématiques là, qui nécessitent des interventions maintenant, à court terme, qui sont pressantes, qui sont urgentes,
Nous sommes là pour la population, on continue. Donc, vous appelez l'ambulance et on va faire les interventions nécessaires. Moi, j'entends dire qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui ont peur d'aller à l'urgence ou d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID-19. Il faut dire à ces gens-là qu'on a les mesures de protection pour des problèmes de santé autres que la COVID-19 là, qui nécessitent une intervention. N'hésitez pas, appelez l'ambulance, rendez-vous à l'urgence, on va s'occuper de vous. Et si c'est pas urgent, mais vous avez besoin d'avoir une intervention, vous pouvez appeler votre médecin, si vous en avez un, dans les cliniques médicales. Les médecins sont vraiment au téléphone avec leurs équipes maintenant. Vous pouvez appeler une clinique de votre voisinage. On va vous répondre. Alors, on est là aussi pour les autres problématiques de santé. Docteur Arruda, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je vais ajouter à ce que dit Mme la ministre. Mme la ministre a tout à fait raison par rapport au fait que la capacité de soins est augmentée aussi dans les autres régions. Mais indépendamment de la capacité, je vous dirais, de soins, il faut considérer que c'est des communautés qui peuvent être plus isolées. Par exemple, au Grand Nord, au Nunavik, on a déjà eu des épidémies de tuberculose. Les gens vivent dans des milieux qui favorisent la transmission. Donc, on protège ces gens-là. On sait aussi que dans ces régions-là, souvent, la population est plus âgée que la moyenne québécoise, donc plus à risque de complications. Et donc, dans les faits, indépendamment, je vous dirais, de l'approche de capacité de soins, on applique la stratégie qui a été faite un peu. Si on regarde en Chine, la région de Hubei, Yuan, a été très touchée et les autres provinces, beaucoup moins. Donc, on applique ces éléments-là. C'est indépendamment de la capacité. Les directeurs de santé publique font l'analyse et nous recommandent ceci. Je voudrais aussi en profiter pour dire à la population que ces genres de mesures-là, on les prescrit, elles entraînent de l'anxiété, mais il ne faut pas paniquer. Il faut appliquer ce qu'on fait. Il faut trouver les moyens de se détendre, je l'ai toujours dit, musique, autre, tout ce que vous aimez. La situation qu'on vit actuellement, là, on n'est pas en perte de contrôle. Je tiens à le dire. Parce que vous participez avec nous, on est en train, à mon avis, d'avoir des cas, mais qui sont bien gérés. Et on verra dans quelques jours, semaines, qu'est-ce qu'on aura réussi. Je voudrais aussi revenir sur les décès. Je veux aussi, moi aussi, offrir mes sympathies. Vous savez, on regarde des statistiques, mais ce sont des vies humaines. OK? Et toutes les vies humaines sont importantes. Mais par contre, pour peut-être vous dire ce qu'on vous avait dit, on vous avait dit que les personnes vulnérables, c'était surtout les personnes âgées. Mais je veux juste vous mentionner, par exemple, que la majorité des cas, sont autour de la période d'âge de 80 à 89 ans. On en a 2 qui ont 90 ans et plus, et il n'y a personne en bas de 60 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 70 ans, le risque va en augmentant. Plus on va avoir de données, et j'espère qu'on va en avoir moins pour vous offrir des statistiques stables, c'est pas ça l'objectif, on pourra vous donner. Mais donc, dans les faits, peut-être de voir que le coronavirus, même s'il est fatal pour ces personnes-là, et c'est pour ça qu'on met des mesures très importantes pour protéger nos personnes âgées, la majorité des gens qui vont être malades vont en guérir. Une bonne proportion n'iront même pas à l'hôpital, puis il y en a certains, même, ça va passer pour un rhume banal. Sauf qu'on se doit, même si on n'est pas à risque, de protéger les autres. Et c'est le sens des interventions qu'on fait depuis le début, et c'est le sens des interventions quand le premier ministre disait qu'il ne fallait pas faire de déplacement indu, c'est pour ne pas aller parsemer des cas qui vont devenir des bombes pour les personnes les plus vulnérables. On se doit, par nos actions, de le faire. Et c'est ça qu'on fait actuellement. Et c'est avec ça aussi qu'on va suivre la situation de jour en jour. Et chacune des mesures sera ajustée à l'épidémiologie. Respectueusement, je vous rappelle que le temps file. Alain Laforêt, sous question. Docteur Arruda, actuellement, là, j'ai raté le chiffre. On est combien de cas confirmés? On est à 2498. 2498, ça, c'est en raison de vos tests. Si on se fie au niveau de propagation, selon vos estimations, il y aurait environ combien de personnes dans la population québécoise qui pourraient être porteurs du virus et qui ne sont pas encore testées? Et je ne sais pas ce chiffre-là, mais je ne vais pas m'avancer avant de faire des calculs. Si on parle qu'une personne en contamine 8, on pourrait penser qu'il y en a plus de 16 000. Ça dépend. Une en contamine 8 dans une situation où on n'a pas appliqué des mesures de distanciation sociale et de confinement. Puis là, je vais vous dire, pour être capable de vous répondre, il faudrait qu'on ait des données dans quelques semaines pour voir la courbe, etc., et calculer ce qu'on appelle le R0, c'est le nombre de cas que génère chacun des cas. 1 à 8, c'est si on ne fait rien.
Donc, je peux vous dire que c'est pas ça qu'on observe actuellement au Québec parce qu'on serait déjà dans une courbe beaucoup plus ascendante. Mais si vous me permettez, étant un scientifique, je ne veux pas avancer quelque chose sur lequel je n'ai pas de scénario valide. Mais ce que je peux vous dire, actuellement, on n'est pas à un cas qui génère 8 cas parce qu'on serait déjà beaucoup plus de cas que ça, puis on aurait plus de gens dans les hôpitaux puis plus de décès. Merci, docteur. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Madame la vice-première ministre, Monsieur Arruda, Madame McCann. Pour le bénéfice de tout le monde, Madame Guilbeault, pourriez-vous renommer les régions? Parce que c'est pas clair de ce que vous avez dit. Là. Vous avez parlé de 8 régions, vous en avez nommé 5. Je pense que vous en avez oublié quelques-unes. Est-ce que c'est possible d'avoir la liste précise, s'il vous plaît? J'ai dit 8. C'est peut-être 6, en fait. C'est le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le nord du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le Nunavik et les terres cries de la baie James. Vous avez raison, peut-être que j'en avais sauté 2. Puis je vais en profiter pour faire une autre précision, d'ailleurs, que je ne sais pas si elle a été claire pour tout le monde, aussi en complément de la question de M. Laforêt. Ces régions-là, on va contrôler les déplacements, les entrées et les sorties de ces 8 régions-là. Sauf, en fait, tout va être interdit, tout allée et venue, sauf considéré essentiel. Et par essentiel, on veut dire tout ce qui se rapporte aux services essentiels, tels que conçus dans la liste qu'on a publiée il y a quelques jours, tout ce qui touche la santé et tout ce qui touche l'humanitaire. Donc, on peut penser, si par exemple, il devait y avoir des inondations, puis la Croix-Rouge doit se rendre sur place, bien, c'est une évidence qu'on va les laisser y aller. Donc, tout ce qui se rapporte aux services essentiels, à la santé et à l'humanitaire va être considéré comme des déplacements essentiels et va être autorisé. Mais il n'y a pas une dissonance dans ce que vous avez dit tout à l'heure en réponse à M. Boissonneau. Parce que là, entre autres, la Gaspésie a une frontière, même le Bas-Saint-Laurent avec le Nouveau-Brunswick. Il y a d'autres territoires avec l'Ontario, etc. Vous n'allez pas contrôler, si je comprends bien, ces secteurs-là? Parce qu'il n'y aura pas de contrôle à la frontière, à la limite entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. Pour l'instant, on se concentre sur la frontière américaine. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 9 heures ce matin, on a des points de contrôle policiers. Et c'est un enjeu et une préoccupation majeure. Vous l'avez sans doute senti comme moi dans les derniers jours. L'afflux de gens des États-Unis a causé une certaine inquiétude. Et on veut s'assurer que chaque personne qui entre au Québec, au pays, mais au Québec plus spécifiquement, est au courant qu'elle doit s'isoler obligatoirement pendant 14 jours et ne sortir sous aucun prétexte, sinon un test de dépistage. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, eux-mêmes ont pris la décision récemment de fermer ce qu'on appellera la frontière là, avec le Québec, moyennant certains assouplissements là, pour les marchandises, les travailleurs et tout ça. Donc la décision a été prise de leur côté. Et pour l'Ontario, on n'envisage pas d'empêcher les allées et venues, du moins pour l'instant. Je dis toujours pour l'instant parce que vous le savez, tout change de jour en jour. Si on avait dit il y a 2 semaines qu'on annoncerait ce qu'on annonce aujourd'hui, les gens auraient pensé peut-être qu'on était fous. Mais pourtant, les choses évoluent, donc on évolue en conséquence. L'objectif, c'est toujours de prévenir au maximum. Je l'ai dit, on veut augmenter notre force de frappe préventive. Donc, en instaurant des points de contrôle policier à la frontière américaine, en faisant en sorte de limiter les déplacements non essentiels dans 8 régions importantes du Québec. On couvre quand même un très gros territoire là, avec ces 8 secteurs-là que je vous ai mentionnés. Et ajoutant avec toutes les règles de santé publique qu'on connaît déjà, l'isolement obligatoire, strictement obligatoire, 14 jours quand vous arrivez de l'étranger. Tout ça ensemble, on l'estime, va nous aider à freiner la propagation du virus. Mme McCann, en deuxième question, on a appris hier que la Cité de Laval, la Cité de la Santé à Laval, a réquisitionné un hôtel le long de l'autoroute 15 pour le transformer en hôpital, en fait, pour envoyer 133 patients de la Cité de la Santé. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme celui-là au Québec en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres régions qui se préparent à faire la même chose? Bien, comme je vous l'ai mentionné, bon, on a 7 000 lits qu'on a libérés, mais il y a aussi 1 500 lits à l'extérieur des hôpitaux, là, à travers le Québec, qu'on pourrait aller chercher. Et en plus, il y a 4 000 places dans les hôtels. Et peut-être que ça a même déjà évolué, là, mais au moins 4 000 places dans les hôtels qu'on pourrait aller chercher également. Alors, Montréal, par exemple, on a l'Hôtel Dieu qu'on est en train de préparer, Grace Dart qu'on prépare également, et l'hôpital Notre-Dame, il y a une certaine section qui était inoccupée qu'on va utiliser. Alors, les hôtels, oui, certainement, au moins 4 000 places. Donc, vous allez voir probablement dans les jours qui viennent
d'autres régions qui vont annoncer qu'elles vont travailler avec certains hôtels près de leurs installations. Merci Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour. En France, il y a eu un phénomène assez particulier. Les Parisiens ont fui la ville pour s'en aller en campagne. Puis, selon certains, ça a contribué justement à l'étalement du virus partout à travers la France. Donc, hier encore, le premier ministre nous disait, n'était pas contre le fait que certains Montréalais puissent aller dans leur chalet un peu partout au Québec. Qu'en est-il, là? Qu'est-ce que vous allez faire justement pour pas que se reproduise ce phénomène à la française? Bien, peut-être commencer avec un point. Effectivement, on décourage les gens à faire des mouvements interrégionaux qui seraient superflus. Effectivement, hier, on disait, si vous voulez aller dans votre chalet, vous pouvez y aller. Mais autant que possible, restez dans votre région si ce n'est pas essentiel. Si vous tenez absolument à aller à votre chalet, bien, restez dans votre chalet et évitez de vous déplacer par la suite. Et de toute façon, avec la nouvelle annonce d'aujourd'hui, l'ordonnance supplémentaire qui touche les 8 régions en question, plusieurs personnes qui ont des chalets ou qui comptaient se déplacer dans ces coins-là, de toute façon, ne pourront plus y aller. Donc, que les gens concernés le sachent, à partir de 16 heures, ne pourront plus circuler dans ces endroits-là pour des raisons autres qu'essentielles. Mais autant que possible, on demande aux gens de limiter leurs déplacements pour des raisons de loisirs, de vacances ou autres. Éviter de faire des mouvements d'une région à l'autre, en particulier si vous êtes à Montréal ou dans l'Estrie. On sait que c'est des régions très, très touchées. Donc, évitons les déplacements superflus. Peut-être, Dr. Arruda, vous voulez compléter. Aussi vous dire que la consigne est précise aujourd'hui. Déjà, par contre, le premier ministre nous disait qu'il fallait éviter les déplacements interrégionaux. Et je pense que quelque part aussi, il a ajouté le fait que si les gens y allaient, parce que là, vous savez, on est en train d'un peu brimer la liberté des personnes. Il faut avoir le bon dosage par rapport à ça. Il disait aussi que les gens qui allaient, par exemple, partir de Montréal pour aller dans les Laurentides, de ne pas aller se mettre à magasiner pour tout. C'est comme véritablement se mettre en isolement volontaire à l'intérieur. Il a même parlé d'amener la nourriture à l'avance puis de se faire magasiner par la nourriture par un voisin qui est de la place. Je pense que déjà, il annonçait ce genre de principe. Maintenant, on l'opérationnalise parce qu'avec nos données, les secteurs sont plus chauds. Donc, à ce moment-là, il devient plus adéquat d'avoir une mesure plus forte en fonction de l'épidémiologie. Et comme le dit la vice-première ministre, les choses, et je l'ai dit depuis toujours, ce qu'on a dit hier, c'est une chose. Ce qu'on dit pour demain, c'est différent parce que la situation change. On n'est pas en contradiction, on est tout simplement en revalidation, puis on prépare les gens. Le premier ministre l'a dit. Hier, il n'a pas dit à 4 heures, il y aura des barrages ou ce qu'on appelle là, des contrôles pour vérifier le phénomène. Justement, dans la perspective de l'expérience, donc on peut voir ailleurs, c'est que les gens partent de leur milieu. Ils ne savent pas qu'ils sont infectés. Ils pensent de bonne foi aller quelque part, et puis à ce moment-là, ils deviennent la source qui bombarde un endroit. Peut-être ça s'adresse plus à Mme McCann, peut-être M. Arruda aussi. Selon des informations qu'on a des professionnels de la santé, il y a des manœuvres qui ne sont plus pratiquées sur des patients atteints du coronavirus en raison des risques de propagation. On parle par exemple des massages cardiaques ou qu'est-ce qu'il y en est exactement? Des patients qui sont infectés, est-ce qu'il y a des manœuvres qu'on ne fait plus sur eux? Non. On continue de traiter l'ensemble de la population, incluant les gens qui sont atteints de la COVID-19. Non, ça, c'est une désinformation, je vous dirais, une fausse information. Moi, ce que je veux dire à la population, c'est que vous avez un problème de santé urgent, tel que celui que vous décrivez. Nous allons faire les manœuvres. Nos gens sont équipés par des équipements de protection, on s'en assure, et les ambulanciers également. Alors, non, on continue. Alors, cette information est totalement inexacte. Merci. Je vais poser une question. Marco Belair-Cirino du Devoir. En fait, une précision. Monsieur Arruda ou Madame Guilbeault, pourquoi à ce moment-ci ne pas installer des points de contrôle routiers tout autour de Montréal ou encore des points chauds à l'intérieur de Montréal ou encore autour de l'Estrie, des régions que vous avez identifiées comme des points chauds, des hotspots? Pourquoi ne pas le faire à ce moment-ci et le faire pour d'autres régions du Québec?
Bien, Dr Arruda pourra certainement compléter, mais déjà à Montréal, avec la demande de la santé publique d'hier de déclarer l'état d'urgence sanitaire, ça fait en sorte qu'il y a déjà des moyens accrus et il y a déjà des contrôles supplémentaires qui peuvent se faire, entre autres des contrôles policiers dans certains quartiers qui sont plus problématiques. Donc, il y a déjà des mesures supplémentaires qui sont prises à Montréal et il y a bien sûr notre message qu'on répète, éviter des déplacements entre les régions. Le premier ministre l'a dit hier d'ailleurs, si vous êtes de Montréal ou de l'Estrie, évitez de vous déplacer, évitez de sortir de ces régions-là autant que possible et d'y entrer. Mais donc, Dr Arruda pourra sans doute compléter, mais les régions, juste pour terminer, excusez. Donc, les régions qu'on annonce aujourd'hui où on contrôle les déplacements, les 8 régions, c'est parce qu'elles ont été considérées plus vulnérables pour diverses raisons. Et donc, on le fait en prévention pour protéger les gens qui y demeurent. Et Dr Arruda pourra compléter. C'est tout à fait ça, Madame la vice-première ministre. Dans les faits, il faut comprendre que ce qu'on fait à l'Est, si vous me permettez, là, vers les régions de l'Est et vers du Nord, c'est de la prévention pour éviter qu'il y ait une transposition de la concentration des hotspots vers des points chauds. Excusez-moi l'anglicisme. Des points chauds vers cette région-là. Et en parallèle, il y aura des décisions qui sont prises localement par les directeurs de santé publique sur la base d'une ordonnance que j'ai donnée. C'est-à-dire que là, actuellement, dans Montréal, la Ville de Montréal, accompagnée de la directrice de santé publique, les policiers, les partenaires vont contrôler, avoir des activités plus intenses au pourtour des zones chaudes. Il est possible que ça se passe en Estrie aussi autour de, est-ce que c'est Granby ou la Ville de Sherbrooke? Tout ça va continuer à se faire. À la fois, ce qu'on fait, c'est qu'on empêche vers l'Est l'importation ou le déplacement, puis on va contrôler le plus possible à la source les choses. Et à ce moment-là, c'est une analyse qui est faite au jour le jour, selon l'épidémiologie, selon les comportements des individus et selon l'application des consignes. Mais elles sont renforcées aux 2 endroits. Merci. Je cède la parole à Tommy Chouinard de La Presse. D'abord, une précision là-dessus, peut-être, Madame la vice-première ministre, là, pour bien comprendre, parce que jusqu'ici, à Montréal, ce qui a été dit, je comprends qu'il y a des pouvoirs étendus avec l'état d'urgence, mais ce qui a été dit jusqu'ici, là, ça concerne seulement la population, les personnes itinérantes. D'accord? Et là, vous dites, ben oui, il va y avoir des contrôles policiers dans certains quartiers, puis tout ça. Mais tout ça n'a pas été dit publiquement, à ma connaissance, à ce jour, précisément. Quelles sont les mesures qui sont prises à Montréal? Quelles sont-elles? Pourquoi sont-elles prises et à quel endroit? Ce qu'on a su, nous, c'est qu'il y a, entre autres choses, davantage de patrouilles policières dans certains quartiers plus problématiques. Mais bien sûr, c'est la Ville qui prend ces décisions-là en collaboration avec le service de police de la Ville de Montréal, qui est le corps de police municipal qui dessert Montréal. Et effectivement, je pense que Mme Plante annoncera des mesures supplémentaires éventuellement pour ce qu'on en sait, mais nous, on s'est assuré avec la Ville de Montréal de leur donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir agir promptement pour la situation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Dr Arruda a demandé à ce qu'on accorde l'état d'urgence hier à Montréal. Et d'ailleurs, peut-être qu'il voudrait compléter oui, effectivement, il faut comprendre qu'il y avait un enjeu avec le phénomène des personnes itinérantes pour être capable de les localiser. Il y a un plan d'action qui a été travaillé entre le ministère de la Santé, la Ville de Montréal, puis etc. Et pour être en mesure d'avoir accès à des espaces, à réquisitionner des endroits, à mobiliser certaines personnes, la mairesse de Montréal avait besoin de cet état d'urgence. Donc, on lui a donné. Mais en lui donnant ça aussi, il faut comprendre qu'on a déjà émis, notamment pour les directeurs, ce qu'on appelle des ordonnances d'intervenir auprès des groupes qui pourraient avoir certains problèmes. Donnons un exemple, un individu dont on sait qu'il est infecté et qu'il volontairement là, va aller contaminer d'autres personnes. On peut, sur la base de la loi de santé publique, émettre une ordonnance individuelle. Et il pourrait y avoir aussi le directeur de santé publique, et c'est pour ça qu'il y a une décentralisation de ces pouvoirs-là, parce que c'est eux qui ont l'information la plus proche du terrain. C'est eux qui travaillent avec leurs partenaires pour le faire. Bon, c'est sûr que là où il y a des zones plus chaudes, il peut y avoir plus de gens qui circulent pour vérifier quel est l'état des lieux. Il pourrait y avoir, à la limite, puis là, je ne suis pas en train de vous dire ce que c'est, parce que c'est Montréal qui va nous informer de leur plan d'action quand ils prendront des décisions. S'ils identifient des problématiques particulières, ils vont avoir les pouvoirs, à travers cette ordonnance-là du directeur de santé publique ordonné par moi, de mettre des gens en confinement, même à la limite, éventuellement, de donner des amendes si les gens ne les respectent pas, avec une approche où on avertit les gens, on les a déjà dit, l'information. S'ils ne l'appliquent pas, on intervient avec un peu plus de contraintes. Puis si jamais il y a des enjeux où ça nécessite même des amendes, ça pourrait être fait. C'est tous les pouvoirs qui sont faits, mais toujours attachés avec nous et mieux adaptés. Là, c'est Montréal hier.
Ça se peut qu'on est en train de discuter certains enjeux ailleurs et on va me faire un portrait. Et à ce moment-là, arrimer, notamment avec la ville, les services de police, les organisations communautaires, les acteurs clés du milieu, ces décisions-là sont prises. Et elles sont prises conjointement, je vous dirais là, souvent, là, ordonnées par le directeur si nécessaire, pour que justement l'application de tout ça se fasse en cohésion et en harmonie. Et tout ça, comme je vous le dis, est fait pour des questions de santé publique. C'est pas pour, je tiens à le dire, c'est pas des power trips de dire qu'on brime les volontés des individus, mais quand on voit l'impact que ça a, on est chanceux encore au Québec. Je pense que grâce à vous tous, on va vivre des scénarios qui vont être moins catastrophiques que d'autres. C'est ce que je nous souhaite. Mais on doit prendre ces mesures à un moment donné parce que sinon, on va avoir un impact plus important puis ça va s'étaler plus longtemps. On est mieux de donner des coûts intenses maintenant que de payer le prix dans quelques semaines. Maintenant, Dr Arruda, j'ai fait un petit calcul rapide, mais je pense qu'on est encore toujours depuis 4-5 jours là, des augmentations de nouveaux cas de l'ordre de 25 %. D'accord? Hier, la Colombie... Je vais juste terminer, ça ne sera pas très long. La Colombie-Britannique a sorti beaucoup de chiffres hier, des tableaux très détaillés entre les projections et les résultats réels. Les projections disaient qu'on va avoir une augmentation de cas de 24 % par jour. Mais là, ils nous disent depuis quelques jours, on est à 12 % d'augmentation. Et c'est ce qui fait dire à votre homologue en Colombie-Britannique, on est en train de l'aplatir, la courbe. Au Québec, vous nous avez, en fonction des mesures qui ont été prises entre le 12 et le 16 mars. Au Québec, au même moment, on prenait également des mesures. Vous nous disiez que ça va prendre 10 à 12 jours pour voir l'effet de ces mesures-là. On est encore à des augmentations de l'ordre de 24 % par jour. Est-ce qu'on l'aplatit, la courbe, ou on n'est pas capable de l'aplatir? Si vous me permettez, premièrement, je vais faire très attention aux comparaisons parce que les timings, la Colombie-Britannique a eu beaucoup plus de cas que nous. La Colombie-Britannique n'a peut-être pas eu le même type d'entrée que nous, qui est arrivé de la Chine, alors que nous, on vit ce qui vient en Europe. C'est tous des facteurs. Ce que je peux vous dire, entre ce que nous, on a projeté puis ce qu'on est en train de vivre, on est en plein dessus. OK? Je vais vous le dire un élément. C'est normal qu'au début, puis ça dépend aussi de quoi on parle, qu'au début, on puisse voir des augmentations, puis l'aplatissement va arriver par après. On a déjà des effets. Puis là, il faut faire attention aussi. Parmi nos cas, on a plus de cas. Je ne connais pas la stratégie de testing en Colombie-Britannique, là. Puis moi, ce qui me rassure, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de cas. C'est vrai qu'on a des décès, malheureusement, trop, à mon avis. Mais on n'est pas dans une courbe où on a l'impression qu'on est en contrôle puis qu'il y a de la transmission communautaire. Je vous dirais que la dynamique au Québec, elle est différente. On a eu la semaine de relâche qui a créé des éléments. On avait les frontières qui n'étaient pas fermées à l'Italie et à la France, etc., qui n'allaient pas nécessairement à la Colombie-Britannique, ce qui a fait qu'on a peut-être eu plus de bombardements de l'extérieur. J'utilise un terme fort, mais c'est ce que je pense. Et je pense qu'il est encore trop tôt, même si ce serait agréable pour faire des comparaisons qui sont valides au point de vue scientifique. Puis je tiens à vous dire qu'on suit ça de très, très près. Avec les autres, on va avoir des meilleures caractéristiques, mais une série d'indicateurs me dit, puis je pose la question à mes experts à tous les matins, est-ce qu'on est dans ce qu'on pensait être? La réponse, c'est oui. Je parle des experts épidémiologistes de l'Institut et d'ailleurs. Mais je vous dis juste, les comparaisons d'augmentation de 25 % par rapport à ça, puis nous, on a plus, là, je voudrais savoir quelle est la stratégie de test qu'ils ont. Ont-ils... Puis là, vous pouvez me dire qu'ils testent plus que nous, là, mais on teste plus maintenant que la Colombie-Britannique, c'est clair, moins que l'Alberta. Mais c'est des populations beaucoup plus petites. Il y a beaucoup de considérants pour avoir une réponse scientifique. Si on y va seulement avec des taux, des proportions, là, ça devient pas des comparaisons faciles. Les deux dernières questions seront posées par Patrice Bergeron de la presse canadienne en français. Ensuite, on passera en anglais. Bonjour à vous. Vous avez donc ciblé 8 régions où on constatait des augmentations générales à tous les jours, mais est-ce que vous aviez remarqué une augmentation plus marquée dans ces 8 régions-là que vous avez ciblées pour confiner? Non, pas nécessairement, Bleuil, mais non, pas nécessairement. C'est préventif. Si vous me permettez, oui. Le facteur principal, je l'ai dit, c'est qu'ils avaient des augmentations, ils sont encore en mesure de contrôler leur situation. C'est souvent des cas qui sont venus de voyage, etc. Ils n'ont pas nécessairement d'indices de transmission communautaire comme on a à Montréal ou qu'on peut avoir notamment à Granby. C'est plus vraiment préventif. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est de dire, c'est comme si, là, dans le fond, je vais faire une comparaison qui n'a absolument aucune allure en termes de nombre. C'est comme si Montréal
puis peut-être une partie de l'Estrie, c'est le hotspot, comme il y a eu en Chine. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on ferme ça, là, on diminue, on ne fait pas une barrière totale, on n'est pas en train d'empêcher les services essentiels de se rendre dans les régions, puis pour des raisons, mais on met un filtre pour retarder l'importation vers ces régions-là. C'est pas associé, puis c'est aussi des régions qui ont des personnes plus vulnérables, plus vieilles, plus de problèmes de diabète et d'autres, donc plus à risque qu'une population en général. Et en sous-question, donc vous avez donné des raisons pour lesquelles il serait permis de circuler, notamment les services essentiels, santé, etc. Mais il va y avoir plein de cas d'espèce pour lesquels les policiers devront dire donc à des citoyens de faire demi-tour, si je comprends bien. Mais par exemple, il y a des jeunes adultes qui ont des parents, par exemple, dans d'autres régions qui peuvent aller faire un supermarché pour eux parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Est-ce que ça, c'est un genre de cas, par exemple, que les policiers devront trancher ou permettront ou ne permettront pas? Il y a toujours le gros bon sens, quelle que soit la situation dans laquelle les policiers ou toute autre force de l'ordre doivent intervenir. Il y a toujours le gros bon sens qui s'applique. Effectivement, il y a toujours des cas d'exception, il y a toujours une analyse qui doit être faite, mais on demande aux gens d'éviter de se déplacer dans ces régions-là, à moins d'être vraiment dans les services essentiels, donc la chaîne agroalimentaire, les services médicaux et tout ça, éventuellement de l'aide humanitaire. Si les parents en question, dans l'exemple que vous donnez, peuvent se débrouiller autrement avec un voisin, avec un ami ou un autre membre de la famille qui demeure dans la même région pour aller faire son épicerie, parce qu'effectivement, on passe le message, aider nos parents, nos grands-parents, on veut qu'ils restent chez eux, mais encore faut-il qu'ils se nourrissent et tout ça. Mais s'il y a d'autres personnes qui peuvent les accommoder dans la même région, il faut absolument prioriser cette solution-là pour éviter les déplacements entre régions. Il en va de notre force de frappe préventive. Je reviens avec ça souvent aujourd'hui, mais c'est ça l'idée, la force de frappe préventive à l'échelle provinciale, et cette mesure-là en fait partie, comme bien d'autres d'ailleurs qu'on a annoncé graduellement depuis 2 semaines. Puis on y va en gradation depuis 2 semaines. Aujourd'hui, on est rendu à limiter les allées et venues dans ces 8 secteurs-là. On ne sait pas ce qui nous attend pour la suite, mais il faut absolument que les gens comprennent qu'on doit appliquer de strictes mesures de santé publique pour limiter la contagion. C'est la seule façon dont on va pouvoir passer à travers.